Chers amis, vous êtes toujours sur quoi? Vous êtes toujours sur Tocsin ce matin. Merci beaucoup pour ceux qui viennent de nous rejoindre, partager, liker, c'est très, très important, vous le savez, n'hésitez pas à nous soutenir. Et ce matin, je voulais qu'on aille faire un tour du côté de la souveraineté, du souverainisme de la tech. Et pour ça, qui de mieux que Thomas Forêt, fondateur de Waller. Bonjour Thomas, comment allez-vous? Oui, bonjour Nicolas, très bien. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation sur Tocsin ce matin. Et vous avez aussi, il ne faut pas l'oublier, vous avez un livre actuellement, Après Facebook, rebâtir, aux nouvelles éditions de Passy. Et vous vous présentez comme un techno-souverainiste. Alors moi, j'ai beaucoup aimé sur votre compte X, mon cher Thomas. C'est quoi un techno-souverainiste? Expliquez-nous. Écoutez, j'en sais pas grand-chose, mais un jour, j'ai lu un article chez vos confrères de Contexte Ouais, d'accord. qui m'avait affublé de techno-souverainiste. C'est eux qui ont dit ça. Et je D'accord. trouvais ça assez marrant. Et donc, j'ai repris l'idée, puisque finalement, oui, moi, je suis vu comme un souverainiste. Ouais. Mais c'est un mot dont il faut malheureusement encore se défendre. Ouais, ouais. Ouais. Alors qu'on parle de souveraineté, alors qu'on parle aussi évidemment de souveraineté technologique. Ouais. J'ai remarqué que la Ouais. souveraineté technologique, il y avait moins de problèmes, donc on va dire Ouais. techno-souverainiste, mais enfin, en réalité, ça veut dire que je suis un entrepreneur dans la tech, Ouais. voilà, qui de fait est souverainiste. Mm. Oui, parce que techno-souverainiste, ça passe aussi bien que Startup Nation, voyez-vous, ce qu'on nous a vendu depuis 7 ans maintenant. Mais c'est vrai qu'on nous l'a vendu et on va en parler ce matin. Ça ressemble plus ni à une startup ni à une nation en ce moment. Je crois que je sais pas comment on devrait le définir, mais c'est compliqué. Voilà, donc on va parler de tout ça ce matin parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est un vrai problème aujourd'hui sur la souveraineté. Et vous l'avez dit, hein, j'aimerais qu'effectivement on aborde dans le vif du sujet l'abandon de notre souveraineté numérique. On l'a souvent dénoncé ici ou là, chez les médias indépendants. Nos données hébergées à l'étranger, nos données de santé chez les Américains. Franchement, quel est le risque? Mais surtout, comment on a pu laisser faire ça? Ou du moins, alors collectivement, je pense qu'on n'était pas trop favorable, mais comment nos élites, entre guillemets, ont permis ces trucs qui, quand même, sont dangereux pour notre souveraineté et nos données aussi, Thomas? Oui, alors je peux pas me mettre à leur place, mais Ouais, si je fais l'effort pendant quelques instants, ouais, c'est difficile. oui, c'est difficile parce que pour moi, ça me paraît tellement essentiel qu'une nation Mm. soit maîtresse de sa Ouais, souveraineté, mm, que ouais, ça me paraît difficile, effectivement. Je pense que c'est un abandon général mm, de la notion de puissance qui s'est opéré et qui s'est opéré probablement dans le même temps où les nations européennes se sont beaucoup tournées vers le projet européen. mm, Et en réalité, vous dites nos élites. mm. Je pense qu'ils ont soit ils avaient d'autres chats à fouetter, soit pas Ouais, beaucoup de conscience, pas beaucoup d'ambition, mm, et aussi probablement un effet de mode, puisqu'on parle quand même d'il y a 30 ou 40 ans en réalité, hein, mm, ouais, où il aurait fallu maintenir des politiques industrielles fortes. C'était, je dirais, l'illusion aussi d'un mondialisme heureux. ouais, Or, on voit aujourd'hui que ce mondialisme, il est en train de se fissurer et qu'on assiste à un grand retour non seulement des nations, mais surtout des puissances, ouais, et évidemment sous la conduite des Chinois, des Indiens et des Américains, bien ouais, sûr, mm, qui, eux, défendent probablement les intérêts de leur nation respective. mm. Reste qu'aujourd'hui, en 2025, la souveraineté technologique française, elle est faible. Elle est faible, mais elle a de grandes capacités. Enfin, en tout cas, le fait de créer de la technologie est toujours là. La capacité des Français à le faire est toujours là. Et je crois que le sommet pour l'IA qui a eu lieu en début de semaine Ouais, le démontre aussi. Parce que, voilà, on ne peut pas toujours tout critiquer. mais ouais, ouais, Mais ça montre qu'il y a une énergie. mm, Mais attention à ne pas se tromper de regard. C'est pas l'énergie des politiques qui se gargarisent par des mm, mots, mais c'est ouais, l'énergie des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent dans le mm, milieu technologique, numérique, de l'IA, de la cyber. Et on a un écosystème d'entrepreneurs et d'entreprises qui est vraiment très riche en France et ouais, qui attend qu'une seule chose, c'est que leurs outils
soient inclus dans une politique nationale plus importante, plus assumée également. Mais parce que en vous écoutant parler, en regardant un peu l'actualité, Thomas Forêt, on a quand même l'impression d'un immense gâchis. Vous le dites, il y a une énergie, il y a beaucoup de technologie, beaucoup d'innovation en France, mais on a quand même l'impression que c'est un gâchis de ces entrepreneurs aujourd'hui. Ouais, c'est un gâchis temporel surtout, c'est-à-dire qu'on a Ouais, perdu tant d'années ouais, où on n'a pas su choisir nos propres solutions, les faire monter et les rendre puissantes. C'est un gâchis de toutes ces initiatives qui n'ont pas pu ouais. trouver, je dirais, un marché favorable et des conditions politiques favorables. C'est-à-dire que Mm. moi, je me bats pour une idée aussi. C'est l'idée selon laquelle en France, on ne serait pas capable, preuve en Ouais. est, il n'y a que des Mm. petites entreprises, des Ouais. petits éditeurs. En fait, il faut comprendre que toutes les puissances technologiques étrangères se sont construites par la réunion de deux choses. La capacité d'inventer et d'innover de leur nation, c'est-à-dire les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les Mm. entreprises elles-mêmes, etc., les chercheurs, les ingénieurs, les codeurs, tout ce qu'on veut. Et la deuxième chose, des politiques industrielles fortes, c'est-à-dire le fait de pouvoir, oui, mener des politiques, en fait, je dirais pas de protectionnisme, mais en tout cas de fléchage de Ouais. la commande publique, qui est toujours un instrument, en tout cas qui a été l'instrument de croissance et de première croissance des GAFA Mm. et aussi des entreprises chinoises. Vous savez Mm. qu'en Chine, 100% de la commande publique est Ben fléchée oui. vers les entreprises nationales. Aux États-Unis, c'est énorme aussi. Et puis, il y a des, il y a il y a des, comment ils appellent ça, des actes. C'est des Buy American Act, Mm. c'est-à-dire des lois qui permettent aux petites entreprises d'accéder à des marchés publics qui Mm. leur sont réservés dans une proportion importante. Voilà, on n'a Mm. pas du tout ces systèmes en Europe. On n'a pas du tout ces systèmes en France, Mais c'est malheureusement. quoi? Alors, quelle est la part aujourd'hui de la commande publique en France, Thomas? Et est-ce que c'est une volonté également? Est-ce que c'est une volonté de se détourner et d'aller chez les autres aussi? Ouais, alors la part de commande publique fléchée aux entreprises nationales, elle est estimée en France entre 8 et 12%. Ah ouais. Ce sont des chiffres qui méritent d'être vérifiés, bien entendu. Ouais. Aux États-Unis, on parle de 40%, en Ah Chine, ouais. 100%. Voilà. Ah oui. Encore Ça plus. donne une idée. Alors, c'est tout à fait différent aussi en Allemagne. En Ouais. Allemagne, il y a, alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais c'est probablement entre 30-40% de fléchage aux entreprises allemandes. Donc ça, Mm. c'est aussi particulier, c'est-à-dire que toutes les nations européennes n'ont pas la même politique d'achat public, Mm. n'ont pas les mêmes. Et je pense que les Allemands défendent davantage les intérêts allemands en Ah oui. premier lieu avant les intérêts européens. Mais la France, vous voyez, c'est le bon élève naïf Mm. qui suit à la lettre les Ouais. recommandations et les interdictions de la Commission européenne et de l'Union européenne. Voilà, il faut se détacher un peu de ça. Il faut réapprendre ou apprendre peut-être à nos dirigeants que le mot nation, c'est pas un gros mot. Ouais. Parce que nation, ça veut dire les gens qui habitent dans notre pays, en Ouais. fait. Voilà ce Mm. que ça veut dire. Ouais. On peut dire le peuple. Alors, si on dit Ouais. peuple, après, on va être traité de populiste. Ouais. Ouais. Nation, de nationaliste. Si Oui. on défend la souveraineté, de Ouais. souverainiste. Bon, une fois qu'on se détache un peu de ces mots, l'idée, c'est de dire qu'un État, il est censé protéger, faire fleurir Mm. aussi une nation, en fait. Voilà. Il y a un couple important entre la nation et l'État. Et je crois qu'en France, nos dirigeants n'ont pas cette notion-là. Ils sont très focalisés sur l'avènement d'une fédération européenne. Ce sont des fédéralistes pour la plupart, en tout cas ceux qui Mm. sont Ouais. au pouvoir aujourd'hui. Et malheureusement, on le voit. C'est un état de fait qui n'est même pas aligné en Europe. Mm. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, effrayant à la fois, mais on a quand même l'impression aussi, vous avez parlé de gens naïfs, je partage cette analyse bien entendu, mais il y a quand même quelque chose qui tient de la victime volontaire, notamment l'abandon de la souveraineté numérique, notamment sur l'armée et la santé, équipée par Microsoft, on peut se poser des questions, la DGSE utilise le logiciel américain Palantir, financé par la Mm. CIA, ces gens-là, en fait, ils le savent. Je ne peux pas croire une seule seconde que ces gens-là n'ont pas conscience qu'à un moment donné,
Ça pose une question de sécurité nationale, parce c'est ça dont il est question, la sécurité nationale et la protection de Oui, nos données de santé, notamment. Est-ce que les Français sont au courant que leurs données de santé sont hébergées par Microsoft et on peut aussi penser que ça fait florès pour les laboratoires pharmaceutiques d'avoir toutes ces données-là également. Voyez-vous? alors, si les Français sont au courant, je n'en sais rien, mais en tout cas, Ouais. des émissions comme la vôtre permettent, Mm. d'apporter ça au grand public, en tout cas à une Mm. partie du grand public, et je pense que c'est fondamental d'en faire la pédagogie. Mm. Effectivement, il y a un abandon coupable, Mm. de ces questionnements, mais qui, je crois, s'ancre dans une vision atlantiste. Mm. C'est-à-dire qu'on a considéré pendant très longtemps, et peut-être un peu moins maintenant, que les Américains étaient nos amis. Et c'est la confusion des genres, en fait. C'est la confusion entre l'amitié des peuples et l'alliance, en fait, qu'il est nécessaire de conserver. Les Mm. Américains peuvent être nos amis, mais s'agissant du business, business is business. Ça sera Mm. toujours leurs entreprises qui seront prioritaires et le déploiement de leur puissance sur l'Europe. Et je pense que Mm. les technologies en sont un vecteur très, très important. Et si la France ne se reprend pas en main, on continuera alors à accentuer le retard considérable que nous avons en matière technologique. J'entendais il y a quelques jours, lors de ce sommet à l'IA sur l'intelligence artificielle qui s'est passé à Paris, j'entendais Xavier Niel s'exprimer, qui est une belle réussite française, Xavier Niel, évidemment, en matière techno, s'exprimer sur le retard. Et lui prétendait qu'on n'avait pas de retard parce que ce qu'il voit, Mm. c'est l'entreprise, notamment Mistral, qui est aujourd'hui donc une entreprise d'intelligence artificielle française qui a produit aujourd'hui le meilleur modèle équivalent à ChatGPT, je vais Ouais. simplifier. Ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. et donc il prétend qu'on n'a pas de retard, mais c'est une absurdité. C'est-à-dire que Ouais. s'il commence à venir cette petite musique à dire non, non, on n'a pas de retard, eh bien, ça va continuer, si vous voulez, à creuser l'immense retard que nous avons. On a Ouais. un immense retard sur les ressources, sur l'investissement, sur les Mm. technologies développées. Toutes les Mm. technologies que nos Mm. concitoyens utilisent chaque jour sont des technologies américaines, que ce soit les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, les logiciels qui tournent sur ces machines, et maintenant, y compris évidemment les centres de données qui hébergent tous ces services, ce sont pour la plupart des solutions américaines. Et il y a une dépendance fantastique aux États-Unis, en Europe, en matière technologique. Il faut oser changer de cap, en réalité. Mm. Ça ne veut pas dire tout abandonner de nos Oui, oui, oui. systèmes Mm. utilisés. Bien sûr que non. Et de toute façon, ça ne pourra jamais se faire en une seconde. Mm. Mais changer de cap, en revanche, ça prend une seconde. De dire maintenant, on va faire croître réellement Mm. nos industries, et pas seulement sur les modèles d'intelligence artificielle, sur toute l'industrie technologique. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est une tension géopolitique, c'est-à-dire que c'est devenu finalement un poids très important dans le rapport de force entre les peuples, Ouais. entre les États-Unis et l'Europe, on va dire ça clairement. Ouais. Euh, Aujourd'hui, l'Europe veut réguler, vous voyez, elle veut réguler les réseaux sociaux, par exemple, elle veut réguler l'IA. Mm. Ce qu'a dit le vice-président américain à Paris le En début de mardi, semaine, je ouais. crois, Ouais. ouais, Mm. c'est qu'en fait, ils ne veulent pas de la régulation. Et donc, l'Europe va faire quand même ses lois, comme elle le fait avec la modération sur les réseaux sociaux. Vous avez vu le rapport de force entre Elon Musk et Thierry Breton, Bah qui est oui. en fait Ouais. un rapport de force ridicule, Mm. biaisé et perdu par avance. Ouais. Parce que, en fait, si l'Europe se met à interdire des grandes plateformes américaines, je peux vous assurer que du jour au lendemain, c'est tous les services américains qui vont prendre, je ne sais pas, là on parle de la taxation, ça va être énorme, Ouais. des Mm. services qui vont être coupés alors qu'ils vont être très, très embêtants. En fait, c'est Mm. impossible, ça n'arrivera jamais. Et donc, ces lois de régulation européenne, euh, dans un contexte qui se tend d'un point de vue géopolitique et où la technologie est la marque de la puissance, est le bras armé de la puissance Ouais. politique. Dans ce Mm. contexte, en fait, ce sont des lois qui ne sont faites que pour soumettre les Européens. C'est-à-dire Mm. ça se renverse. C'est-à-dire que alors qu'elles ont été conçues pour protéger les citoyens européens des abus que pourraient produire des technologies étrangères, en réalité, elles vont simplement être encore des empêchements supplémentaires
appliquées aux entreprises européennes, tandis que les entreprises américaines n'appliqueront pas ces lois, et c'est tout. Et ce sera comme ça. Voilà. Et ça, je pense qu'il est temps de s'en rendre compte et aussi de changer de cap sur cette logique régulatoire de l'Union européenne. Trop de lois, trop de papiers, trop d'empêchements pour un résultat faible. Et l'aveu d'une faiblesse, en réalité, ce qu'il faut, c'est conduire une politique industrielle forte. Mais Thomas, c'est intéressant ce que vous dites, effectivement, je partage votre avis là-dessus, et effectivement, si s'attaquer aux GAFA, ou du moins aux plateformes américaines, c'est aujourd'hui, avec l'élection de Donald Trump, une véritable attaque frontale contre les États-Unis. Je crois qu'il faut être clair là-dessus, manifestement, et vous avez parlé de la rétorsion, ça se fera très rapidement. Vu la célérité à laquelle Donald Trump, manifestement, signe des décrets et prend des décisions, on a vu le scandale de l'USAID là-dessus. Mais est-ce que l'Union européenne, finalement, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, avait trop misé sur l'administration Biden, sur les démocrates, sur les progressistes, pour essayer à un moment donné, qui était aussi une plateforme d'influence dans notre niveau sur nos démocraties à nous, enfin sur nos États à nous. Et là, avec ce changement, c'était un renversement total. Et est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin? Est-ce que c'est pas le crash qui les attend? Vous l'avez dit, l'Union européenne qui décide de tout, qui régule tout et qui veut nous imposer sa version de l'histoire. Ouais, alors moi, ce qui me frappe, en fait, je vais vous dire, je vais pas mâcher mes mots, c'est leur nullité. Ils sont nuls. Mais sur un point très particulier, qui est d'envisager les scénarios. Comment se fait-il que nous ne soyons, après l'élection de Trump, que dans la réaction? Je vous avoue que je comprends pas. C'est-à-dire que oui, effectivement, ils ont probablement tout misé sur une élection démocrate. Et puis c'est le scénario B qui arrive. Mais comme il n'y en a pas de scénario B. Non, mais c'est ça. Il n'y a donc eu personne pour y songer. Moi, ça m'interroge beaucoup sur la compétence de ces gens-là, sur leur aveuglement. Je pense même pas que ce soit, si vous voulez, ma conviction, c'est que ce sont des nuls. Pardon de parler comme ça. Hein. Mais vous êtes sur Toxam. Quand je dis nul, je ne parle pas des personnes en tant que telles, elles ont probablement de la valeur et des beaux diplômes. Mais quand même, c'est pas des stratèges formidables, quoi. Hein. Non. Voilà, moi je pense que et pourtant le scénario Trump ou autre ou Biden, peu importe, Harris, bon, dans les deux cas, il aurait fallu aussi sortir de l'endormissement dans les deux cas. Voilà, je pense que les démocrates américains ont bien endormi l'Europe pendant un petit moment, et l'avantage de Donald Trump vis-à-vis des Européens, c'est qu'il va nous réveiller. Il va nous réveiller à sa mesure, en fait, c'est-à-dire au changement probablement mondial qui est en train de s'opérer, qui est la fin du mondialisme, pour être clair. Là-dessus, c'est intéressant parce qu'en plus, quand vous parlez de nullité, je partage cette analyse. En plus, vous êtes entrepreneur, Thomas. Et comme entrepreneur, je pense que une des meilleures qualités d'entrepreneur, c'est de prévoir le pire, le meilleur, mais le pire, et d'avoir des plans B en permanence pour être très flexible. Il me semble que c'est ça, parce que dans une entreprise, on a des coups durs, il y a des coups de grisou à un moment donné qui nous obligent à un moment donné à changer de pied ou du moins à s'adapter. Exactement. Là, c'est pas du tout le cas. C'est aussi cette fibre-là d'entrepreneur que je connais bien puisque je le suis depuis un certain nombre d'années maintenant. Voilà. Ouais, non, mais vous avez totalement raison. Je pense que mais c'est une caste de dirigeants qui est malheureusement trop homogène. Alors moi, je dis pas les hautes études en sciences politiques, ça peut être très utile. C'est très utile, il n'y a pas de question. Mais il y a trop d'homogénéité. Ces gens-là sortent tous des mêmes écoles, des mêmes milieux. Et là-dessus, je rejoins. Oui, moi, finalement, je trouve que. Alors moi, je suis ingénieur de formation. Donc, je défends un truc, c'est l'avènement des ingénieurs au haut poste de responsabilité. Mais pas seulement, accompagné de plein d'autres profils. Mais il faut des ingénieurs. Et regardez ce que fait Trump, encore une fois. Il s'est mis en bras droit Elon Musk. Qui a ce profil-là, qui a un profil d'entrepreneur ingénieur. Pendant que nous, on a Roland Lescure. Pendant que nous, on a Roland Lescure. Donc voilà, manifestement. Peu importe qui vous pourriez mettre, un tel ou un tel, ça revient strictement au même. C'est une question de formation et de tropisme en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Trump n'a pas mis Musk sur des sujets industriels.
qui est le cœur de son savoir-faire avec SpaceX, et Tesla, etc. Il l'a mis sur un sujet d'organisation et de Oui, réduction des dépenses de l'État. Donc ça, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'il va mettre un ingénieur à un poste où ce qu'il va lui demander en premier lieu, c'est de réfléchir, de cartographier, de réfléchir, d'optimiser. Quel métier propre de l'ingénieur enfin voilà, c'est vraiment le métier souche de l'ingénieur. Et moi, je ouais, pense qu'il faut, et surtout à l'heure de l'avènement technologique, il faut qu'il y ait des profils plus techniques qui rentrent, qui soient des profils évidemment multicasquettes, qui rentrent dans les hautes sphères à travailler avec des gens qui ont voilà, qui ont des formations militaires, par exemple, qui ont des formations en sciences politiques, bien sûr, ou en sciences sociales, etc. Ça, il n'y a pas de sujet. Je ne suis pas un anti-Sciences Po, je ne suis pas un mm, anti-ENA, même si ça n'existe plus, ouais, 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 mais je mm, suis un anti-homogénéité. mm, Et parce que l'homogénéité crée un biais, en réalité, de vision du monde mm, formidable. Et donc, il faut que ces gens-là apprennent à se brasser avec d'autres gens qui mm. réfléchissent différemment et qui leur permettront de voir, enfin voilà, de profiter du meilleur. Mais pour le moment, clairement, les classes politiques que nous avons sont très similaires Mm. et sont probablement beaucoup trop occupées à se chamailler, je vais dire ça comme ça, Ouais, ouais. qu'à anticiper. Et ça, pour être sérieux, c'est bien regrettable. Mm. Et je vise personne en particulier, mais l'état de notre pays, l'état de l'Europe, là vraiment, on voit que c'est un état dans la réaction. Regardez ce qui s'est passé au fur Mm. et à mesure des années Ouais, sous Emmanuel Macron concernant le mm. nucléaire. Ouais, Tantôt, ouais, oui, on dit oui, on oui, arrête, tantôt ouais, on dit on redémarre. Et en mm, début de semaine, c'était l'argument numéro un, ouais, l'énergie propre. Vous ouais, voyez, le changement de cap, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vision, on mm, est tout le temps dans la réaction, et même la réaction médiatique. Avec mm, l'avènement, je crois, des réseaux sociaux, ça a beaucoup renforcé ça. Il faut toujours mm. une petite phrase, une bonne phrase, Ouais. détruire vocalement l'adversaire. Voilà tout ce qui importe. Là-dessus, Ça Thomas rentre. Fauré, merci d'être là ce matin. Il reste encore 3 minutes. Cette interview passionnante qui pourrait durer 1 heure et demie, mais on vous réinvitera parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter avec vous. Avec plaisir. Là-dessus, Emmanuel Macron, il nous annonce en fanfaronnant 109 milliards d'euros. Pourquoi le 109? Pourquoi pas 110? Pourquoi pas? Bon, peu importe. C'est assez étrange. Sur l'IA, on va investir. Ça y est, il reçoit tout le monde. D'ailleurs, à un moment donné, il a même oublié de serrer la main à Modi, le président indien. Bon, peu importe, mais 109 milliards, comment vous avez réagi? Vous êtes entrepreneur dans la tech, vous êtes fondateur de Waller, vous vous dites, bon, 109 milliards, ça y est? Ou déjà, est-ce qu'on a le pognon? Désolé, je pense qu'on l'a pas, mais manifestement, c'est quoi cet effet d'annonce? Comment vous l'avez ressenti, vous? Bon, d'abord, comme vous dites, c'est du pognon qui Ouais. vient pas de France. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Ah oui. Donc, mais ça, c'est important parce que ça vient des Émirats Arabes Unis. Ouais, Bon, pour la plupart, hein, ouais. ces 109 milliards sont la somme en fait de promesses d'investissement qui ont été faites par différents partenaires et notamment étrangers. Mm. Pas seulement si je dis pas d'âneries, mais en tout cas majoritairement qui viennent du Moyen-Orient. Bon, comment j'ai réagi? Vous savez, il y a un de mes amis qui m'a écrit par SMS pendant la conférence d'Emmanuel Macron Ouais. sur l'IA. Moi, j'écoutais pas. Il me dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je pense d'Emmanuel Macron? Moi, je pense rien. C'est-à-dire qu'il a tellement dit tout et son Ouais, c'est contraire. vrai. Ouais. Voilà. Moi, c'est pour ça que pardon, mais je vais pas avoir une grande réaction là-dessus parce que Ouais. moi, j'accorde plus tellement de crédit Ouais. à ces paroles. Ce qu'on veut, c'est des actes. Ouais. Alors, qu'il y ait de l'investissement qui arrive fort sur l'IA, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de Ouais. question là-dessus. Et c'est normal que ce ne soit pas de l'argent uniquement franco-français. De toute façon, on n'aurait pas les moyens. Les caisses sont vides. Donc, Mm. disons-le. Ouais. Je Oui, crois que oui. ça ne pourrait pas se Ouais. faire. Oui, oui, Mais, faut se le dire, oui. attention quand même à l'ingérence, Mais attention à oui, l'influence. c'est ce que j'allais vous dire. On va avoir là des milliards qui vont venir de l'étranger. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se recréer encore une fois une dépendance qui va durer? Moi, je reproche beaucoup à Emmanuel Macron cette politique Ouais. d'accueil des investissements étrangers. Mm. Pour une chose, parce c'est sa politique principale dans les technologies. Souvenez-vous, l'année dernière, quand il a annoncé la construction d'un grand data center Mm. par Microsoft sur notre sol, Ouais. c'était la grande annonce de Choose Ouais. France. Hein. Moi, je Ouais. reproche beaucoup parce qu'à la fin, deux choses.
c'est faire venir, entre guillemets, le concurrent chez nous, d'abord. Et puis Ouais. ensuite, ça finit que les entreprises françaises deviennent des entreprises étrangères. Et donc, c'est pas comme ça qu'on crée l'industrie française. C'est comme ça qu'on crée des emplois. Ça, je suis d'accord. Ouais. Et ça, c'est pourquoi pas une bonne chose, mais ça reste social. Et ça évite totalement le sujet de la puissance technologique que j'appelle de mes voeux. En tout cas, c'est passionnant, Thomas Forêt, d'être venu ce matin. On vous réinvitera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, encore beaucoup de questions à avoir. Une toute dernière question quand même tout de même, parce que notamment chez Vincent Roux sur le Figaro Live, vous avez dit notamment qu'il a fait un petit ticket d'ailleurs. Hein. Vous avez parlé d'une orchestration d'une propagande sur les plateformes, notamment depuis le Covid-19. Même, on va en parler un peu parce que manifestement, c'est difficile de dire le contraire. Pour nous, médias indépendants, on en a souffert beaucoup, hein, beaucoup. Ça nous a coûté très cher. Hein. Oui, ce que vous voulez dire, oui, j'ai parlé du mot propagande en Oui. réalité. Alors, j'emprunte ce mot à la littérature. Hein. Oui. Il faut comprendre le mot propagande. La propagande, c'est une information dirigée. Ce qu'il faut probablement comprendre, c'est que la propagande, elle s'appuie sur une naïveté, en fait. C'est-à-dire que tant que le peuple est naïf, ça marche bien. Il y a la voix officielle, il y a... Oui. Alors, une propagande n'est pas forcément en tant que telle mensongère, mais elle amène évidemment un arrangement de l'histoire, un arrangement D'ailleurs, la d'un littérature message. électorale s'appelle la propagande. La littérature électorale s'appelle la propagande. Voilà. Bien sûr. Mais il faut comprendre aussi que toutes les puissances font de la propagande. Toutes les puissances. Bien sûr. Tous les États. Et je vais même vous dire ce qu'on appelle propagande dans des échelles nationales. On appelle ça marketing dans les entreprises. Ouais. Mais oui, on appelle ça publicité à la télévision. Ouais. C'est pas anormal. En revanche, ce qui est anormal, c'est de dire qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a pas eu. Et moi, je pointe ça du doigt parce que ce qui est reproché à Elon Musk aujourd'hui sur X, c'est de trafiquer ces algorithmes. Ouais. Alors déjà, ça me fait rire parce qu'un algorithme, ça se trafique pas, ça s'écrit et ça s'exécute. Donc déjà, dire trafiquer un algorithme, ce sont des gens qui ne comprennent pas la technologie. Ouais. Il est évident que X a un algorithme qui a été écrit, affiné, machin, et il est évident que ce sont des instruments de puissance aussi de messages, de communication. Et donc, c'est ce que j'appelle la propagande. Très bien, mais dans l'autre sens, c'est tout à fait vrai aussi. Effectivement, cette période Covid, elle a marqué ça parce que et précisément aux États-Unis en réalité, hein, où les grandes plateformes avouent maintenant, hein, je pense à Facebook en particulier, avoir reçu des instructions, avoir banni des contenus qui, a priori, allaient contre le principe de liberté d'expression qui est fondamental pour eux, peut-être moins fondamental pour nous, mais eux, c'est dans leur constitution, hein, le premier amendement. Ouais, premier amendement. Et pour les Américains, c'est un sujet très grave. Voilà. Et je pense que se battre contre Twitter, c'est pour ça que je trouvais ridicule cette vendetta, c'est voir qu'une face de la pièce. C'est-à-dire que toute pièce ayant deux faces, et de deux côtés, il faut voir les deux côtés. Ce qu'on nous dit à gauche, on ne nous le dit pas à droite, etc. Et je pense que dans les deux sens, il faut comprendre les choses de façon symétrique et comme des rapports de force et des rapports de puissance géopolitique. Voilà comment il faut comprendre les choses. Si on ne les comprend pas comme ça, on est dans une sorte de naïveté. Et la naïveté, elle conduit à penser sa propre opinion comme étant la bonne opinion et celle de l'adversaire comme la mauvaise opinion. C'est le camp du bien contre le camp du mal. Et c'est ça précisément qui est en train d'exploser. Parce que ça marche bien dans un contexte mondial assez unifié, enfin, dans un contexte occidental en tout cas. Ça marche bien évidemment. Mais, et d'ailleurs, c'est un mécanisme probablement de manipulation des peuples au sens tout à fait légitime du terme, que de configurer le peuple ou un ensemble de peuples comme étant le camp du bien. Ça justifie les guerres, ça justifie n'importe quoi. Voilà. Moi, je me méfie beaucoup de ça. Le monde n'est pas binaire. Les autres, entre guillemets, ne sont pas les méchants et nous ne sommes pas forcément les gentils. Voilà. Penser ça, c'est perdre. Hein. Penser ça, c'est perdre. Je ne pense pas que les Américains pensent comme ça.
Ouais, en tout cas, on verra bien. Merci beaucoup, Thomas Forêt, d'être venu ce matin sur Merci à vous. TF1, à la matinale. Votre livre, Thomas Forêt, après Facebook, rebâtir les nouvelles éditions de Passy, chers amis. Et vous êtes fondateur de Waller. Et on vous remercie ce matin de nous avoir apporté votre analyse, votre expertise et votre franc-parler aussi. Et c'est toujours rafraîchissant, c'est toujours agréable d'avoir des entrepreneurs qui, à un moment donné, l'ouvrent. Et c'est très bien. Merci beaucoup, Thomas. On vous souhaite une excellente journée, un excellent Merci week-end. Nicolas. Et à Bonne très, journée très à vous. bientôt. Merci, Thomas. Bonne journée à vous.